fait, moi, ce qui me met en colère, c'est de faire passer l'idée que les médias sont structurellement non rentables. Pour moi, c'est faire un grand tort à notre démocratie, en fait. Ça veut dire qu'on renonce à l'idée d'avoir l'information indépendante à terme. Moi, je revendique d'être un entrepreneur qui cherche à faire des entreprises rentables d'information. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, je change parce que généralement je dis j'ai le plaisir à chaque épisode. Donc là, c'est l'honneur de recevoir Jean-Christophe Boulanger, PDG, président directeur général de Contexte, Contexte sur lequel on va revenir, qui est la baseline, le journal des professionnels des politiques publiques. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Et ça me fait bien plaisir puisque voilà, Contexte, on se connaît depuis quelques années, on s'est croisés, on n'a jamais travaillé ensemble. Mais c'est un média que je regarde de loin toujours un peu avec admiration parce que ça fait partie de ces pure players qui réussissent. Entre guillemets, donc on va voir ce que ça veut dire peut-être réussir en tant que pure player. Mais voilà, donc je suis ravi de t'avoir. Peut-être pour présenter ceux qui ne connaissent pas, parce que dans le monde des pure players, vous êtes connus, mais comme c'est un média pro B2B, c'est pas forcément hyper connu du grand public. Ton parcours, toi Jean-Christophe, donc t'es un ancien HEC, ancien consultant, vraiment passé dans les cabinets de consultants classiques, et tu te définis comme entrepreneur de l'information. Tu as été directeur d'Euractiv, sur lequel tu pourras peut-être revenir parce que je pense que ça a aussi pas mal modelé ce qui est devenu Contexte. Et donc Contexte, ce média que tu as créé en 2013 avec 2 anciens salariés d'Euractiv. Et chose importante, aujourd'hui Contexte est un média spécialisé détenu en grande partie à 96% par ses salariés. 98 depuis peu. Bon, tu vois, mes chiffres ne sont pas à jour. Et le reste par des business angels. J'en parle, alors c'est pas hyper important à ce stade, mais vous êtes dans ces médias indépendants avec une espèce de transparence un peu radicale sur la charte, sur les résultats. Donc on y reviendra un petit peu. Voilà pour ton parcours. Est-ce qu'il est super? Il est correct? Magnifique intro. Bon, tu vois, écoute, j'ai essayé de faire simple et concis. Est-ce que tu peux y revenir quand même malgré tout avant juste de 2013 mais peut-être c'est ça. Comment est né Contexte en fait en 2013? Ça ne sort pas du chapeau. Comment ça te vient? Comment de consultant tu deviens le fondateur de Contexte? Contexte, c'est ma 3e aventure entrepreneuriale dans l'univers des médias. Je rêvais adolescent d'être journaliste et finalement je me suis orienté, j'ai découvert l'univers des entreprises un peu par hasard. Et j'ai découvert là que ce serait encore plus excitant pour moi, me suis-je dit, de créer un collectif, de créer une entreprise avec des journalistes plutôt que d'être journaliste moi-même. J'ai essayé directement en sortant d'école, échec avec un ami d'école qui m'a beaucoup appris plein de choses. J'ai rencontré plein de gens, j'ai aussi vraiment aimé cet univers. Et c'était en fait pour rembourser mon prêt étudiant que je suis devenu consultant et aussi pour apprendre, pour continuer à grandir. Ouais. Et c'était plutôt, mais je me disais très rapidement que je n'arrivais pas à me projeter dans ce métier-là. Et donc dès que particulièrement consultant, oui, je sais. Après, c'est un état d'esprit, donc c'est. J'ai vachement appris, j'ai beaucoup voyagé, j'ai grandi, mais j'avais l'impression de subir des missions et de pas choisir ma vie en fait, de pas choisir ce sur quoi je travaillais. T'étais déjà sur des verticales, parce que là-bas c'est aussi dans le cabinet de conseil, t'étais sur une verticale
médias ou plutôt politique publique comme Non, en tant que junior, j'étais pas encore spécialisé. D'accord. J'allais au gré des missions. Mais j'avais vraiment envie de m'ancrer dans un secteur où je puisse aussi approfondir, vraiment connaître les sujets. D'accord. Et donc, après quelques années, j'ai eu l'opportunité de racheter une part majoritaire dans une petite boîte qui était effectivement Euractiv, que tu as mentionné, Ouais. et que j'ai développé pendant 5 ans, qui a été pour moi un super bac à sable, j'ai envie de dire, 5 ans pour apprendre le job de dirigeant, même si c'était une petite équipe, apprendre l'univers des médias et de dirigeant d'un journal. Mais assez vite, j'ai senti à Euractiv que le modèle gratuit avait des vraies limites, que c'était épuisant en tant que dirigeant de ne pas avoir de récurrence, de prévisibilité dans les revenus. Modèle publicitaire. Modèle publicitaire, exactement. Et j'ai aussi vu la vraie capacité à payer des professionnels des politiques publiques pour un contenu qui jugerait de qualité et qui leur serait nécessaire. Et donc petit à petit a germé en moi l'idée de ce qui est devenu Contexte, qu'on a lancé en 2013. Et avant donc de passer à Contexte, tu pouvais pas retourner le modèle d'Euractiv, puisque en fait tu étais déjà sur cette matière, tu étais propriétaire, majoritaire, etc. Tu pouvais pas changer le modèle, c'était trop tard, trop ancré dans l'esprit des gens qu'Euractiv était gratuit. J'avais pas les coups des franches là-dessus, en fait. J'avais une licence de marque avec une autre entreprise à Bruxelles qui s'appelle Euractiv et qui est toujours là. Et j'ai proposé à l'actionnaire majoritaire et dirigeant d'Euractiv de changer le modèle, mais c'était pas son choix, c'était pas sa stratégie, c'était pas cohérent avec ce qu'il souhaitait faire dans les autres Euractiv. Et donc c'est pour ça que j'ai dû non seulement changer de marque, mais changer d'entreprise en fait aussi. D'accord, ok, donc t'es vraiment parti, et Euractiv existe toujours, t'as vendu tes parts, et puis t'es parti avec deux anciens camarades. On n'a pas eu d'accord sur la vente des parts, donc j'ai perdu mon investissement en fait. Okay. J'avais acheté 40 000 € ma majorité des parts d'Euractiv France. C'était toutes mes économies, tout à fait, à 28 ans. Donc j'ai perdu cet investissement, donc j'ai dû repartir de rien en lançant Contexte il y a 8 ans. Ouais, vraiment de zéro, et pas de clients, ou en tout cas un petit peu de un carnet d'adresses quand même, une connaissance, puis une vision de ce que tu voulais, de ce que tu voulais plus faire surtout. Tout à fait, tout à fait. Donc oui, quand je dis de rien, c'est vraiment au niveau capitalistique. Et marque, capitalistique et marque, quoi. T'es parti de... Mais je suis parti avec des gens qui m'ont accompagné, ce qui est l'essentiel en fait, à la fois côté journaliste et côté commercial, et avec effectivement une vision de ce que je voulais faire, que j'avais pu développer pendant quelques temps. À qui ça s'adresse? Tu parlais, voilà, donc il y a des professionnels prêts à payer. Si tu pouvais le décrire, alors moi j'ai juste répété la baseline de Contexte, mais comment toi tu pourrais le décrire, ce que c'est et à qui vous vous adressez, si un peu une espèce d'élévateur pitch, tu vois, au-delà de la baseline? Ouais, on s'adresse aux 40 000 personnes en France dont le job est de suivre les décisions politiques et législatives. On parle de ce qu'on appelle les lobbyistes dans les entreprises ou les ONG, dans les syndicats. On parle aussi des fonctionnaires dans l'administration, dans les autorités indépendantes, dans les collectivités territoriales, dans les institutions publiques françaises ou internationales. Tous ceux dont vraiment c'est le métier d'anticiper les évolutions réglementaires ou législatives parce qu'elles vont avoir un impact sur leur organisation ou leur activité. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'univers des politiques publiques, en anglais policy. Le terme est un peu abscon en français. En gros, la mission de Contexte, c'est d'apporter de la transparence, de couvrir tout ce process qui est complexe, qui aboutit à une décision politique et à une loi. Et donc, on est expert de ce processus-là, qui est complexe, qui est à la fois à Bruxelles, à Paris, mais aussi qui concerne d'autres acteurs. Et on est aussi expert des secteurs qu'on couvre. Oui, il y a des verticales, on va y revenir. Mais donc sur le process, votre métier, c'est pas du journalisme au sens classique du terme, on va dire investigation ou quoi que ce soit. C'est anticiper c'est déjà connaître bien les acteurs. Donc j'imagine qu'il y a quand même un sujet un peu mapping de tous ceux qui interviennent, les protagonistes. Et c'est quoi? C'est décrypter des lois, c'est sentir ce qui se passe en lobbying et les conséquences de telle ou telle
Est-ce qu'il y a un schéma un peu classique de ce que vous faites dans votre travail? Alors, nos journalistes font vraiment un métier extrêmement classique. C'est vraiment des journalistes à l'ancienne, avec de l'investigation, de la recherche d'infos, d'une vérification de ces infos, savoir raconter ces infos, savoir déceler ce qui a de l'importance et ce qui n'en a pas. Donc, hiérarchiser. On est vraiment, notre ADN, c'est de faire le journalisme hyper classique, mais pour un public qui a des besoins très précis, ça c'est vrai, et en cassant les codes traditionnels, un peu rétro et souvent un peu chiant de ce qu'on appelle la presse professionnelle. Il faut savoir que c'est un segment de marché qui est énorme en fait. La presse professionnelle, ouais. Voilà, la presse grand public, B2C dans le jargon business, est beaucoup plus visible, mais elle est plus petite en termes de segment de marché que la presse pro, ouais. Qui est depuis très longtemps un gros segment, qui est assez conservateur, on va dire, dans ses pratiques, l'univers de la presse pro. Et l'idée de contexte, c'est d'appliquer les codes plus modernes, plus directs, dans les formats, dans la ligne, dans le ton de la presse grand public, mais pour une cible résolument professionnelle. Ça, on va y revenir, c'est assez intéressant, effectivement, et c'est peut-être aussi une des clés du succès. Tu parlais donc un peu de vertical ou des thématiques, puisque donc tout est sur les politiques publiques, mais voilà, vous avez des équipes, ou en tout cas, vous traitez des secteurs énergie. Vous en avez combien aujourd'hui? Et qu'est-ce qui détermine sur lesquels vous allez? C'est le potentiel business, contenu, ou d'affinité de journalistes que tu rencontres? C'est tout ça. Aujourd'hui, on a 7 secteurs qu'on couvre. On a démarré par l'énergie, les transports, le numérique. On a ajouté l'agriculture, la e-santé, l'environnement et pouvoir, qui couvre les luttes entre institutions, au sein des institutions et les enjeux individuels. Ce qui nous décide là-dessus, c'est effectivement ce qu'on sent du potentiel de marché, des opportunités avec des rencontres, hein, des experts, des journalistes qui sont sur ces sujets-là. C'est aussi l'importance que peut avoir le politique sur le business dans ces sujets, l'importance de la régulation qui est assez variable d'un secteur à l'autre. Ouais. C'est aussi la concurrence. Il y a des secteurs sur lesquels il y a des acteurs très forts, et pour lesquels il faudrait beaucoup de journalistes pour avoir une offre encore meilleure. Et quand on se lance, c'est qu'on pense qu'on peut être les meilleurs sur ce sujet-là. Oui, parce que tu le rappelais, c'est quand même pas un énorme bassin de clients potentiels. Enfin, 40 000, c'est énorme. C'était que la France, les 40 000? Ouais. Ok. Parce que là, aujourd'hui, vous visez que la France ou francophonie. Tout à fait. Ouais. Avant justement, la concurrence, qui sont vos concurrents? On n'a pas en France de concurrents frontal, vraiment, qui soient sur le même positionnement que nous. On en a 3 sortes. On a les autres médias à destination des professionnels qui sont souvent sectoriels, dans l'énergie, dans le numérique, chaque secteur comme ça a ses médias professionnels qui parlent aussi de régulation, de politique, mais assez peu en fait, qui sont plus souvent sur l'aspect business, les deals, les pratiques, les évolutions de marché, ce que nous on couvre pas du tout. Donc ils sont un peu concurrents mais assez peu. Ouais, c'est un petit overlap, mais c'est pas la même chose. Ouais, on est beaucoup plus précis qu'eux sur les aspects régulation. Il y a un deuxième type de concurrence, c'est la presse semi-B2C, B2B, les Échos ou le Financial Times à l'étranger. Oui, qui peuvent par moment traiter quand ça devient plus sur le devant de l'actualité. Exactement, mais ils ne le traitent pas aussi en profondeur, aussi au quotidien que ce qu'on peut faire. Et troisième concurrent, ce qu'on appelle l'univers des lettres confidentielles, que ce soit le bulletin quotidien ou la lettre A. Ouais, la lettre A, j'avais repéré, enfin effectivement, mais qui est peut-être plus sur un côté... pas people, mais le wouzou quelque part, avec savoir bien qui ils sont, c'est peut-être pas votre... Tout à fait, et qui sont plus dans des coups éditoriaux en fait, qui traitent pas au quotidien d'un sujet en profondeur. Donc c'est assez peu substituable. Nos vrais concurrents, ils existent sur d'autres pays, dans d'autres marchés aujourd'hui. Oui, tu les as repérés déjà, ceux qui font la même chose entre guillemets, un traitement en profondeur, avec un ton un peu innovant sur des verticales et exhaustif. Tout à fait, on est le premier acteur de notre type en France, spécialisé sur le politique pour les professionnels, mais aux États-Unis, à Washington, c'est un segment qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, et donc il y a 4-5 gros acteurs là-bas. À Bruxelles aussi, c'est un segment qui existe depuis plusieurs années, mais c'est aussi le cas au UK, donc on regarde plutôt ça. Et
Aujourd'hui, je regarde 2 types de concurrents là, sur la partie journal, mais il y a aussi une partie outils de veille, data, qu'on développe de plus en plus avec pas mal de pure players de la data, de la veille qui apparaissent, qui sont aussi nos concurrents. Et en France, depuis quelques mois, il y a vraiment une effervescence sur qu'on peut appeler la pole tech, ou les outils technologiques à destination des professionnels des politiques publiques. Et on a pas mal de concurrents sur cette partie-là. D'où cette acquisition de Coalition.ai. Je voulais en parler tout à l'heure, mais là, je pense que c'est vraiment à propos. On en parlera, mais vous avez fait l'acquisition d'une start-up, d'une tech, en tout cas, qui permet de faire de la veille à destination des politiques. Tout à fait. On en parlera peut-être tout à l'heure si on a encore un peu de temps. Sur le prix de l'abonnement, alors on sait que justement, tu parlais de la pression, enfin la propension à payer cher pour des contenus exclusifs de vos abonnés, de vos prospects. Ça vaut combien un abonnement? C'est un abonnement à une verticale, c'est un abonnement global. J'imagine que c'est public, les prix des abonnements. C'est pas public parce que c'est très variable selon le prospect. C'est en fonction de sa taille. On a une matrice de prix à 4 dimensions. L'usine à gaz. Ouais, plus de 1500 prix possibles qui vont entre 200 € pour une organisation et 150 000 €. Oui. En moyenne, nos prix sont à 5 000 € aujourd'hui. On a 1000 organisations par an. 1000 organisations qui payent en moyenne 5 000 €. En moyenne, on a 10 utilisateurs par organisation. Ouais. Donc ça fait 10 000 lecteurs payants. Mais le prix varie énormément et varie selon plusieurs critères. Le type de structure, on fait payer moins cher, toutes choses égales par ailleurs, une ONG ou de l'académique. Oui, qu'un lobbyiste d'une boîte du CAC 40 par exemple. Ouais, parce qu'il y avait un gros enjeu pour nous, dans notre univers, de rétablir une égalité de moyens, en fait. Les moyens étant l'accès à l'information. Exactement. Le problème du lobbying, un des problèmes moraux posés par le lobbying, c'est l'inégalité de moyens. C'est-à-dire que on peut trouver ça normal dans une démocratie que des intérêts privés s'organisent pour défendre leurs intérêts. Par contre, c'est un fait que les intérêts ont des moyens très différents selon s'ils sont économiques ou sociétaux ou écologiques. Oui. Et donc, notre manière d'œuvrer à ce problème moral ou éthique, c'est d'avoir des prix assumés comme très différents. On fait payer plus cher ceux qui ont plus d'argent et moins cher ceux qui n'auraient pas les moyens de nous lire sinon. Donc on est très content d'avoir autant de lecteurs en proportion par rapport à la taille du marché dans les ONG que dans les entreprises, dans les fédérations, en appliquant des prix très différents. Donc du coup, on n'a pas de prix public, mais on peut calculer qu'en moyenne, un abonnement pour un individu, c'est du coup autour de 500 € par an. Ouais. 5 000 pour une organisation. 5 000 pour une organisation. Ça doit être un beau petit casse-tête. J'imagine quand même parfois un peu de négociation. Mais bon, c'est des matrices. J'imagine aussi, tu rentres tout ça et puis tu as ton abonnement. Est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui? Alors, on l'est pas comptablement. Parce qu'on investit beaucoup en fait sur des nouvelles éditions et une nouvelle édition met 2-3 ans à être rentable. Et l'investissement c'est des RH, c'est des journalistes, essentiellement des journalistes. Une édition, donc un secteur qu'on couvre, c'est 4 journalistes souvent, la plupart du temps, 2 journalistes à Paris, 2 journalistes à Bruxelles. C'est pas des charges qui sont comptablement amorties. Donc du coup, forcément, pour atteindre le point mort, il nous faut 2 ans. Au début, plutôt 5 ans sur nos premières éditions. Aujourd'hui, on se rapproche des 2 ans. Et notre stratégie, c'est de croître aussi vite que possible, en fait, tout en restant indépendant et autofinancé autant que possible. Et croître, c'est quoi? C'est couvrir un nombre de verticales que vous vous êtes fixé? C'est avoir plus de journalistes par verticale pour plus produire? T'as l'impression de pas pouvoir tout couvrir? C'est jusqu'à où la croissance? Jusqu'à loin. Est-ce que c'est ce que je te souhaite? Je vois pas aujourd'hui de limite. Notre croissance s'accélère. On a fait 50% de croissance de nos revenus l'an dernier. Et donc, je vois pas la limite en taille de notre marché aujourd'hui. Donc, je sais pas te dire jusqu'à où. Mais tu sais un peu... Aujourd'hui, voilà, c'est si tu devais avoir des moyens illimités, c'est t'ouvres, t'as déjà X vertical en tête, c'est des nouveaux formats, c'est de la tech, c'est des acquisitions, c'est...
On a plusieurs leviers de croissance. La première, c'est effectivement d'être encore meilleur sur ce qu'on fait aujourd'hui, donc de densifier la couverture éditoriale sur les 7 secteurs qu'on couvre. C'est pour ça qu'on embauche 6 journalistes, par exemple, en 2022, uniquement sur ce qu'on couvre déjà. Ouais, pour renforcer les équipes. Pour renforcer les équipes, à la fois à Bruxelles, à Paris, sur la data, sur plein de sujets. C'est des nouvelles verticales. On va en lancer 2 cette année. On a lancé 2 l'an dernier et on continuera à en lancer très régulièrement. Autant qu'on peut, selon nos capacités financières et organisationnelles. Et chaque verticale, c'est 4 journalistes si c'est une quotidienne, moins si les formats sont moins réguliers. La croissance, c'est aussi la partie veille, parce que notre métier, c'est de faire de l'info. L'info, il y aura toujours besoin de journalistes qui ont une capacité à hiérarchiser, à trouver des détecter les signes faibles. Donc je ne crois pas du tout à la fin du journalisme, mais on continuera toujours à investir. Mais il y a aussi de l'info où l'algorithme est bien meilleur que l'humain quand il s'agit de traiter en masse des millions de données, d'être dans la réactivité immédiate. C'est pour ça qu'on investit depuis 5 ans maintenant avec une équipe tech pour lancer des logiciels en ligne d'information pour les mêmes clients professionnels des politiques publiques. Et donc là-dessus, on a beaucoup de leviers de croissance possibles avec pas mal de... On a lancé un premier logiciel il y a 1 an, Scan, qui est un outil de veille automatisé de l'activité parlementaire française. On peut décliner sur pas mal d'infos automatisées qu'on pourrait fournir à nos clients. Ça manque pas d'idées ni de projets en tout cas. Tu parlais donc 50% de croissance. Alors, j'avais vu que sur ton Medium, tu avais donc communiqué de manière publique sur le chiffre d'affaires de l'année 2020. Alors après, je pense que vous êtes sur un exercice fiscal décalé. On est sur l'exercice standard, mais on n'a pas encore clos nos comptes 2021, donc on n'a pas encore communiqué dessus. Tu communiquais, je peux le dire, c'est sur le Medium pour un chiffre d'affaires de 800 000 euros de chiffre d'affaires en 2020. Plus que ça. En 2020, on était à 2,6 millions. Ok, alors j'ai peut-être mal vu sur ton Medium. Mais donc vous serez à 3,5 millions. 3,8 millions prévus en 2021. Pour un ARR, la vraie métrique que je suis, c'est pas le chiffre d'affaires qui est vraiment regardé dans le passé, mais les revenus récurrents annualisés. Parce que c'est un modèle d'abonnement. Donc l'ARR, c'est le revenu récurrent annuel. Exactement. Annualisé, c'est-à-dire c'est la somme du montant de chaque contrat d'abonnement proratisé sur 1 an. Et aujourd'hui, on est à 5 millions d'euros d'ARR. Ouais, c'est fou. C'est beau, c'est chouette. Enfin, ça marche bien. C'est une belle croissance. Tu penses que cette belle croissance, cette accélération, elle est due à quoi? Enfin, si on doit faire une pause, est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est il y a plus de réglementation et plus besoin d'information? Est-ce que c'est je sais pas le Covid qui a fait en sorte, je sais pas, qui a entraîné des choses? Comment t'expliques cette accélération que vous connaissez? C'est vraiment le travail qui paye, d'abord, je pense. Hein. Ouais, tu peux le dire, si vous êtes prêt à y dire. Et je parle pas de moi, je parle de l'équipe, en fait. Hein. Vraiment l'excellent boulot de fond. Ouais. Nos journalistes se démènent tous les jours pour, dans les couloirs des ministères, trouver des infos, se démènent pour ne pas se faire intoxiquer par la communication qui est très forte, mais arriver à comprendre ce qui a vraiment du sens, ce qui va vraiment avoir un impact ou pas. Et petit à petit, ils ont su créer une relation de confiance avec nos lecteurs qui se base sur leur jugement pour comprendre ce qui est important ou ne l'est pas, pour décrypter les rapports de force politiques qui peuvent exister. Et cette confiance-là, elle met des années à se construire. Ouais. Et elle se construit par de l'expertise, de l'honnêteté dans nos pratiques. Donc c'est d'abord ce boulot-là, mais aussi le boulot commercial. Aujourd'hui, on a 15 personnes dans l'équipe commerciale marketing. Et on a beaucoup amélioré nos pratiques, notre capacité à bien vendre. Et c'est aussi je pense effectivement, le Covid a accéléré, a probablement participé à cette accélération par un isolement de nos clients ou de nos lecteurs qui du coup avaient plus besoin d'informations, je pense. Se sentant loin de là où ça se passe. Exactement. Quelque part. Ouais, tout à fait. Je pense aussi que c'est les nouvelles verticales qu'on a lancées qui ont participé à ça. Ouais. Ok, donc écoute, ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Tu parlais un peu de l'équipe, justement, de ces journalistes. Quel type de journalisme, quel format, contexte peut oser? Parce qu'a priori, donc vous êtes
t'essayes d'être un peu moins classique que ce qui se fait dans la presse B2B. Est-ce que vous avez des formats un peu particuliers chez Contexte? Est-ce que vous inventez une forme de journalisme? Tu le disais, voilà, il y a des manières de faire. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe sur ces formats, ce que vous faites? Ouais, ça se passe d'abord par le ton, en fait, où même si on s'adresse à des professionnels, on fait attention à pas jargonner, en fait, à pas penser qu'ils connaissent tous les termes techniques, et donc à être aussi précis que possible, aussi technique que possible, mais en étant compréhensible pour des gens qui passent pas leur vie dans les dossiers non plus. Ouais. Quoi. Donc, et sans tomber non plus dans la vulgarisation qui peut être un peu c'est pas notre sujet. Chiante, tu vois, si quelqu'un connaît bien. On s'adresse à des gens qui connaissent et qui veulent connaître, mais on travaille pas avec des ellipses en permanence qui sous-entendent qu'ils connaîtraient des choses. Donc tu les expliques ça. Voilà, ouais. On l'explique. Donc ça, je pense que c'est une première chose qui est un vrai combat quotidien, hein, parce que c'est difficile d'être en profondeur très technique sur les sujets sans être dans l'ellipse. Ouais. Donc c'est vraiment une ligne qui demande pas mal de boulot et d'attention. Aussi être moderne, je pense, pour nous, c'est être très efficace, en fait. On passe beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps à être court. Et en même temps, c'est hyper important parce que vous adressez à des cibles qui ont peu de temps. Exactement. Ouais, s'abonner à Contexte, c'est beaucoup pour nos lecteurs recevoir un email au quotidien. On est plus un journal mail qu'un journal web. Oui, je l'ai pas dit, on y reviendra, mais c'est important effectivement quand même. Et ce mail est conçu pour avoir 3 niveaux de lecture, mais un premier niveau de lecture en 1 minute en fait, un deuxième niveau de lecture en 6 minutes, et ensuite on peut aller encore plus loin si on le souhaite. Et on a vraiment conçu notre produit pour être très efficace. Et très souvent, les journalistes écrivent des contenus qu'ils ne publient pas, en fait, parce que chaque soir, ils sélectionnent les infos qu'ils mettent dans notre briefing, qui arrivera le lendemain matin à 8h pour tous nos abonnés. Et ils passent vraiment beaucoup de temps à sélectionner ce qui a de l'importance, à ce qui n'en a pas. Chaque seconde de nos lecteurs vaut de l'argent, en fait. Ouais. Donc, on prend le temps de leur faire gagner du temps. Donc, on n'a surtout aucune obligation ou incentive quelconque pour nos journalistes en volume de publication. Au contraire. Presque au contraire. Ouais. Moins ils écrivent, mieux c'est. Ouais. Parce que ça fait gagner du temps à nos lecteurs. Sorti de l'épisode, ça peut être marrant de s'adresser cette phrase, quoi. Moins tu produis et plus t'es efficace. Mais en tout cas, effectivement, ouais, il y a ce souci d'efficacité. Réellement, tu peux pas, tu dois. Donc il y a des choses qui produisent qui sont jamais publiées ou qui sont juste mises à la trappe parce que moins importantes qu'une autre information. Tout à fait, très souvent, quasiment tous les jours. Et pour finir ta question, depuis 6 ans maintenant, on a dans la rédaction des compétences non textuelles. Alors on parle de nouveaux formats ou de data visualisation, ouais. Mais ça fait partie de notre métier de base en fait, de savoir faire des formats qui sont pas textuels. C'est un avatar de l'histoire en fait que le journalisme est textuel. Mais notre métier c'est de faire de l'information, c'est pas de faire du texte. Et donc depuis des années, on a régulièrement effectivement des formats différents, originaux, qui malheureusement sont pas classiques dans la presse pro, mais pour moi c'est juste normal en fait. Oui, de toute façon t'as pas respecté les codes, tu fais ce que tu veux. Donc beaucoup de data vis, beaucoup de data journalisme. Vous formez vos journalistes là-dessus ou est-ce que non, ils viennent déjà avec ça dans leur bagage? Non, c'est un travail, ouais. C'est pour ça qu'on a une personne notamment dans la rédac, un journaliste qui a aussi des compétences de designer, de développeur, qui les aide en fait. Dès qu'ils ont une idée d'info dont ils se disent que la meilleure façon de la faire passer au lecteur, c'est pas d'écrire, il les aide à concevoir le format qui sera le plus adapté et ensuite à le réaliser. Ouais. Donc ça c'est effectivement assez important. On a parlé du mail, effectivement, je reviens une seconde dessus. C'était toujours dans cette notion un peu d'efficacité, parce que à l'époque où vous êtes lancé, il y avait moins de newsletters qu'il y en a aujourd'hui. Tu vois, là, ces dernières années, on en parle vraiment énormément, avec beaucoup de pure players sur les newsletters, etc. C'est un truc que toi, tu sentais était vraiment important en disant, tiens, j'envoie ou répliquer un peu les lettres professionnelles sur l'email en lui-même. Pour moi, Internet, ça me fait toujours penser à cette affiche d'Alien 1.
Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Et mettre un article sur un site web, c'est ça, quoi, en fait. Qui va aller le voir? Surtout quand tu te lances et que t'es personne, quoi. Exactement. Donc la difficulté, c'est de faire venir le lecteur au contenu. Et ça peut coûter cher. Ouais. Démesurément cher, ouais. Et du coup, l'email est un format génial pour être lu, en fait, pour ramener le contenu au lecteur, parce que c'est dans ses usages préexistants, en fait, de lire ces emails. Donc, ouais, très naturellement, pour moi, c'était vraiment important dès 2013 de construire un produit qui se base sur les usages préexistants. On crée une marque, et donc on a vraiment conçu le journal pour être dans l'email, en fait. L'email n'est pas un newsletter comme on l'entend, c'est-à-dire fait pour attirer le lecteur sur vers le web. Le site. Le journal est contenu dans l'email. Ouais, c'est limite le site qui est un satellite. Exactement. Ouais, ça, c'est dès le départ, dès 2013, ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, 2022, c'est encore le cas où, à partir du moment où vous êtes quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus reconnu, etc., il n'y a pas une volonté de remettre plus en avant le site pour aller plus loin, des dossiers, etc. On produit aussi beaucoup d'articles et de formats qui n'ont pas leur place dans un email, donc qui sont sur le site. Mais non, on n'a pas d'idée a priori qu'il faille attirer les gens vers le web. Parce qu'on n'a pas de pub. Donc on n'a pas d'intérêt économique à ce que les gens nous lisent sur un endroit plutôt qu'un autre. Pour nous, on construit vraiment notre produit uniquement dans ce qui va être le plus pratique pour le lecteur. Et l'email, c'est souvent hyper pratique pour lui. Certains nous parlent effectivement d'applis en se disant ça aurait des avantages par rapport à l'email, donc on y réfléchit. Mais fondamentalement, on n'a pas d'intérêt particulier à ce qu'ils nous lisent dans un endroit plutôt qu'un autre. Ouais, donc fondamentalement, ça reste... On publie pour la newsletter le briefing, une espèce le truc le plus pertinent possible, et le reste vient après. Exact. Même si plus vous grossissez, plus le reste aura d'intérêt, d'investissement, comme une app, etc., que tu n'aurais probablement pas fait il y a 3-4 ans. Mais fondamentalement, vous restez ce média envoyé par newsletter avec ce qu'il faut savoir dans votre domaine. Ça fonctionne très bien pour nous comme ça aujourd'hui. Ouais. Je rajouterai une chose sur cet aspect-là, c'est que l'email est très social. Il est facilement forwardé. Et donc, quand on lance une marque, ça permet de faciliter le partage, en fait, de faciliter le marketing de bouche à oreille. Ce qui est quelque chose que vous assumez, avec lequel vous êtes hyper à l'aise. Limite, quand vous incitez les gens à partager, parce que c'est quand même de la donnée, c'est ce que tu vends, c'est ta matière. Donc, complètement. Si tu forward une newsletter payante, c'est... à la fois, tu l'as fait connaître, mais c'est un client que tu n'as pas. Bon, j'exagère parce qu'on sait que ça marche pas comme ça, mais comment vous traitez ce sujet-là? C'est quand même une manière de faire connaître, donc on n'encourage pas explicitement, mais on est conscient qu'avec l'email, c'est très facile de le faire suivre, et ça nous semble très sain pour faire découvrir. Donc on lit un truc sur contexte qui a du sens, on le partage à son équipe ce jour-là. Ouais. Et ça, il y a des manières de récupérer les droits associés avec le CFC, etc. Par contre, on est là où on est très strict pour l'interdire, et on a des actions anti-fraude assez strictes là-dessus, c'est le partage organisé systématique. C'est-à-dire la fraude où on fait suivre automatiquement, par exemple, un email à une autre partie de l'entreprise, voire à une autre entreprise. Ça, vous pouvez le suivre. Enfin, il y a techniquement, je suis très néophyte là-dessus, tu peux le savoir. Si quelqu'un forward automatiquement au sein d'une organisation. On peut pas en être sûr, mais on peut avoir des indices forts. Tout à fait, ouais. Donc, on a mis en place des mécanismes où pour certains clients, où on a des indices très forts, on n'envoie plus d'emails. On les oblige à lire le briefing sur le web. D'accord. Bah, écoute, c'est une manière quelque part de contraindre. Et après, je peux comprendre quand c'est ponctuellement, effectivement, ça participe à la dissémination de la marque, enfin faire connaître la marque. À la discussion, comme on aurait naturellement sur un contenu. En fait. C'est la circulation quelque part. Exactement. Comme un journal, ce que tu donnes, tu photocopies un article parce que tu l'as vu, tu le donnes à quelqu'un. Exactement. Effectivement, quand c'est organisé au sein d'une grosse organisation, bon, là c'est pas la même chose. Sur ce sujet justement un peu donc du modèle économique de l'abonnement, donc là on a parlé un peu des formats mais
Comment est-ce que vous êtes organisé pour l'acquisition des abonnés? Donc, vous êtes un pure player, donc forcément, j'imagine que dès le départ, c'était quelque chose d'un peu organisé. Comment est-ce que c'est quoi votre stack marketing abonnement? Comment vous êtes organisé sur l'acquisition? On a longtemps été complètement inactif sur ce sujet-là. Ah ouais, donc là, c'est un petit coup de bâton. Ah ouais? Ouais, vraiment. C'est-à-dire que pendant, je pense, 6 ans environ, jusqu'à il y a 2 ans, on faisait pas de marketing, quasiment pas. Donc vous étiez quoi? T'étais focalisé sur la vente. La vente. On avait une force commerciale, mais pas de marketing en fait. Disons que on avait suffisamment de leads entrants naturellement. Concrètement, pour nous, c'est des abonnements d'essai. Donc les gens tombe sur quelqu'un peut tomber sur un article contexte sur Twitter ou le briefing lui est forwardé par un collègue. Il arrive sur le site, il est bloqué. Par un paywall, il donne son email pour avoir 15 jours gratuits. Et tous les jours, les commerciaux piochent dans ces leads, comme on dit, ces abonnements d'essai pour sélectionner les prospects qui ont un potentiel commercial et essayer de les activer. Pendant très longtemps, ce volume d'inbound, comme on dit, de lead entrant suffisait à notre assurer la croissance classique que tu pensais être correcte et bien tracée, quoi, une voie bien tracée. Exactement, ouais. Mais depuis quelque temps, avec cette volonté d'accélérer la croissance, on a développé une capacité d'augmenter le nombre de leads entrants. Et donc, on y travaille. Aujourd'hui, on a 4 personnes là-dessus et on progresse encore. Notre stack, c'est beaucoup Salesforce, donc Pardot. C'est LinkedIn, pas mal. Ouais, j'imagine que tous vos clients sont sur LinkedIn. Très efficace. Voilà, et quelques outils pour générer, pour trouver des emails. Donc, on travaille essentiellement avec ça, ouais. Et sur la partie justement data, les gens qui s'abonnent, etc. Est-ce que j'en parlais avec Edmond de BriefMe, que tu connais bien, disclaimer, tu mets d'ailleurs dans ta déclaration d'intérêt que tu es actionnaire minoritaire de BriefMe. Je pense voilà, c'était plus en family and friends comme on dit. Tout à fait. Au départ, lui, il est vraiment très orienté data. Hein. Tu connais Edmond, et il regarde tous les jours ses chiffres, etc. Est-ce que c'est ce que vous faites sur vos abonnements pour sentir si il va y avoir du churn, etc. Est-ce que vous avez un peu une obsession sur la data, sur comment se comportent vos prospects, vos abonnés? Les taux d'ouverture de vos mails? En fait, on est en B2B, c'est très différent du marketing B2C. On n'est pas sur des volumes de masse, on est plus sur des deals, en fait. Donc, on a, nous, je sais pas, on a, je pense, eu environ 250 ou 300 nouveaux clients l'an dernier. Ouais, donc c'est pas du tout un business de data et de volume. Tu vois, 6 nouveaux clients par semaine. Donc, pour moi, pour anticiper la croissance à venir et l'activité, c'est plutôt le pipe commercial, comme on dit. Donc, je regarde combien on a de prospects qui sont à telle phase de la discussion commerciale. Ouais. Donc, mon obsession, elle va être plutôt sur l'ARR, la métrique que je suis en premier, c'est l'évolution de l'ARR, du churn, d'augmentation d'ARR sur les clients actuels, de nouveaux clients, et l'usage parmi nos abonnés aujourd'hui qui nous utilisent vraiment, en fait. Ouais, ça c'est important, effectivement. Voilà, pour qui on est indispensable. Parce que tu peux, dans le B2B, comme ça, très facilement oublier que tu as un abonnement et qu'il soit pas utilisé, qu'il soit pas annulé parce que ça fait partie des frais. Bon, quoi qu'à 5 000 €, j'espère quand même que quelqu'un regarde ça. Mais ouais, donc toi, tu as quand même un peu l'obsession que les abonnements soient utilisés. Et vous appelez vos clients dans ces cas-là en disant pourquoi tu l'utilises pas? On a une équipe chargée de ça, de fidéliser et d'augmenter l'usage chez nos abonnés. Ça passe par plein d'actions. Ouais, ça peut être des coups de fil, des rendez-vous pour expliquer comment mieux l'utiliser. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est assez important, effectivement. Tu sais, c'est Netflix, hein, j'avais déjà dit ici, qui avait supprimé un certain nombre de, je sais plus combien de centaines de milliers de comptes qui n'utilisaient pas le produit en disant nous, on veut que les gens utilisent notre produit. Alors, je pense que je préférerais appeler les clients avec un niveau d'abonnement que d'arrêter leur abonnement comme ça. Mais je pense qu'effectivement, vous avez tout intérêt à ce que les gens soient contents et l'utilisent, quoi. Et l'utilise de plus en plus, en fait. Moi, ma stratégie produit sur les années à venir, c'est d'ajouter du contenu, des fonctionnalités pour que l'usage de contexte augmente au-delà de ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Ouais. On devienne
de plus en plus utile, de plus en plus indispensable pour nos abonnés. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez offrir en plus à vos... On parle beaucoup ces 2 dernières années d'animation de communauté, de membership, de fidélisation, beaucoup en B2C notamment. Mais qu'est-ce que tu peux offrir, toi, à tes abonnés en plus de ce briefing? Est-ce que c'est plus de contenu? Il peut y avoir une notion de communauté? Oui, ça existe dans les univers professionnels tout à fait et dans les politiques publiques également. Aujourd'hui, on inclut dans notre abonnement de l'événementiel avec des rendez-vous qu'on appelle live. Que vous organisez? Que nous organisons, qui font partie de l'abonnement. On veut surtout pas être dans un modèle sponsorisé sur l'événementiel. Pour nous, c'est en termes de confiance dans notre contenu et dans notre rôle et dans notre impartialité, on s'interdit ce modèle de revenu. Donc, c'est des événements qui font partie de l'abonnement, qui sont donc réservés à nos abonnés, qui sont soit en physique, soit en visio depuis 2 ans, soit mixtes à l'avenir, où c'est souvent un interview live par un de nos journalistes, d'un décideur public. Et donc, ça permet à nos abonnés d'être au plus près de l'info sur un sujet qui les intéresse, que ce soit un projet de loi en cours de débat au Parlement français ou que ce soit un projet de texte européen. Donc, c'est une manière d'apporter de l'info en live. Et ça, je pense qu'on continuera à le faire. Après, on ne se pense pas aujourd'hui comme l'organisateur d'une communauté qui serait celle des professionnels des politiques publiques. Vous vous êtes posé la question? Ou vous la posez ou... Notre mission, c'est d'informer. C'est pas d'organiser une communauté. On veut aussi garder une certaine distance, je pense, au fond, par rapport à cette communauté. Ce serait compliqué d'être très en profondeur sur notre rôle d'informer, je pense, et d'être animateur de cette communauté. Tu penses qu'à un moment donné, il y a forcément des conflits ou parce que tes abonnés sont aussi dans cette industrie, tu as intérêt à rester, entre guillemets, un peu masqué le plus loin possible, à avoir le moins de liens possible pour être le plus transparent et qu'on puisse rien te reprocher? On a forcément des liens, ne serait-ce que par l'abonnement, etc. Mais oui, tout à fait. Notre obsession, vraiment, c'est fondamental pour nous. On est des ayatollahs de l'indépendance, de l'exigence déontologique. Je le rappelais en préambule, mais c'est vrai. Sur votre site, tout est vraiment bien expliqué là-dessus. Ouais, en fait, on part vraiment de l'idée qu'on est sur une matière hyper sensible. À gros enjeux économiques, réglementaires, la santé. Oui, et puis nos lecteurs sont souvent des professionnels de l'influence, de la communication, et qui du coup sont très au fait des techniques, nos sources aussi. Donc nos sources sont très au fait des techniques de manipulation. Enfin, ouais, bien sûr. Donc, pour être crédible, il faut vraiment qu'on soit intransigeant sur ce sujet-là. Donc, on a poussé cette réflexion très loin. Par exemple, dans notre pacte d'associés, on prévoit que si un actionnaire a une activité politique publique, il soit forcé de vendre ses parts. Parce que ça pourrait jeter un doute. Ouais, un discrédit à un moment donné, qu'il est cloisonné ou pas, dans les faits. En termes d'image, en fait. Donc ça apporterait quelque chose de négatif pour l'entreprise. Donc, et sur nos revenus, on pousse cette réflexion très loin. Et c'est pour ça aussi qu'on a 100% de nos revenus viennent de l'abonnement de nos abonnés, de 1000 abonnés. Donc ça nous rend indépendants de 1 abonné. Ouais. Et on ne souhaite pas créer d'activités qui nous entraînent à être dépendants ou à paraître dépendants. Ouais. Oui, il y a la réalité et il y a ce qu'on pourrait vous accuser d'eux ou le paraître, quoi. Tout à fait. C'est clair. Donc, tant pis pour la communauté. Après, ce qui vous empêche pas d'innover et de faire d'autres... J'ai vu, donc, c'est l'été dernier, vous avez sorti un petit jeu... le cyclotron. Alors, c'est pas vraiment un truc de communauté, mais ça me faisait un peu rigoler en termes de diversification et trucs un petit peu plus légers. Je sais pas si tu as vu le New York Times qui a racheté Wordle. Ouais. Pourquoi vous aviez fait le cyclotron? C'était un délire ou tu penses qu'il y a un truc un peu justement pour être un poil plus léger parfois? Ouais, c'est pas parce qu'on est là dans le boulot qu'on doit se faire chier, quoi, en fait. Ouais. Et quand on s'adresse à nos lecteurs, on essaye de les faire rire souvent, en fait. Nos illustrations sont souvent assez marrantes. Et là, c'est régulièrement, on fait des formats comme ça.
plutôt sur les temps de vacances, mais ouais. pas forcément en fait, où on essaye de faire rire nos lecteurs. Alors, ils ont aussi besoin de ça, quoi. Ouais, c'est clair, vous êtes sur une matière qui est pas forcément drôle à la base, donc si vous pouvez rajouter un peu de légèreté, ça n'empêche pas la pertinence du propos. Deux points que je voulais voir avec toi. Bah, alors, tu parlais quand même d'indépendance de la presse. Je rappelle que tu as été longtemps le président du SPIL, qui est donc le syndicat de la presse. Alors, je sais plus les deux I. Il y en a un, c'est indépendance, c'est d'information. Indépendante en ligne. Enfin, voilà, donc qui est vraiment le syndicat des pure players. Ça reste un sujet au-delà de contexte que tu continues de mener un peu, l'indépendance des médias. T'as suivi un peu les auditions des grands patrons de presse devant ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai écouté ce matin Bernard Arnault. Ah ouais. C'était pas le sujet de l'épisode, mais comme t'es quand même je vais pas dire, si t'es quand même un des acteurs dans ce petit monde des médias, en tout cas, qui porte l'indépendance des médias, les médias indépendants, etc. Donc ça m'intéressait d'avoir ton point de vue. J'étais souvent très en colère en écoutant ces auditions. C'était souvent douloureux. C'est des bons communicants. Et en fait, moi, ce qui me met en colère, c'est de faire passer l'idée que les médias sont structurellement non rentables. Je pense que cette idée est très perverse pour notre démocratie, en fait. Parce que l'indépendance d'un média, qui est clé pour que le média puisse jouer son rôle démocratique d'informer, et il n'y a plus de démocratie s'il n'y a pas d'information, cette indépendance, elle ne peut en vrai exister que s'il y a de la rentabilité. Si une boîte perd de l'argent, un jour ou l'autre, elle devra se rendre dépendante d'un actionnaire qui va recapitaliser, de subventions ou de plein de manières de se renflouer. Et faire passer l'idée, qui aujourd'hui est malheureusement majoritaire culturellement en France, qu'on ne peut pas faire d'argent dans la presse, qu'on ne peut pas faire d'argent dans les médias, pour moi, c'est faire un grand tort à notre démocratie, en fait. Ça veut dire qu'on renonce à l'idée de l'avoir l'information indépendante à terme. Oui. Et soit contrôlé par l'État, par les subventions, soit par des actionnaires privés qui font ça parce que c'est de l'influence et pas pour gagner de l'argent. Exactement, ouais. Donc je présentais l'activité média comme du mécénat. C'est pour moi, en fait, vraiment faire du tort, en fait, à la profession. Donc moi, je revendique d'être un entrepreneur qui cherche à faire des entreprises rentables d'information. Et je crois que c'est possible, et j'espère le montrer à ma modeste manière, mais j'encourage en fait les entrepreneurs à venir dans ce secteur. Il y a plein de choses à faire en fait. Ouais. Donc je suis très sensible au sujet de l'indépendance qui me semble, et l'indépendance des entreprises de médias, pas des rédactions seulement. Que les entreprises soient concentrées, soient au service uniquement du média et que l'activité média soit pas au service d'un intérêt industriel plus large. C'est très clair. Et c'est peut-être plus... C'est des bons points. Après, c'est peut-être plus facile quand on est pure player, qu'on démarre avec une vision un peu plus moderne, que quand on hérite, entre guillemets, d'un média avec des structures de coûts lourdes, du print, etc. C'est dur de rendre rentable ça. Alors après, sinon, faut pas descendre très bas comme Libération, puis qui revient dans un fonds de dotation, une fondation, et qui peut retrouver de la croissance, etc. Mais je crois quand même que c'est assez dur d'être rentable aujourd'hui avec du print. Mais en fait, le métier, c'est pas du print. Le métier de la presse, c'est l'information. Ouais, mais ça sous-entend dans ce que tu dis là presque. Non, mais t'as raison. L'information en elle-même peut être rentable. Si on est dans la sidérurgie dans les années 70 ou 80 ou 90 et qu'on voit une décroissance ou des enjeux, si on est sur une activité qui technologiquement devient obsolète, oui, si on a une conception de son métier réduite à cette technologie, effectivement, à ce moment-là, on va se dire oui, on va mourir, certes, mais c'est une mauvaise définition de son métier. Et les actionnaires le savent, en fait. C'est pas tellement ça le sujet. Quand on regarde dans d'autres pays, la transition numérique des médias papier a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus moins douloureuse dans
quasiment tous les pays. On est avec un univers économique de la presse très conservateur dans ses pratiques en France. Les grands titres ont mis beaucoup plus de temps que d'autres à évoluer. Et pour moi, je le situe beaucoup, cette responsabilité. Pour moi, elle est d'abord celle des actionnaires, en fait, qui ne jouent pas leur rôle d'actionnaire en investissant vraiment pour rendre le business rentable. Ils sont plutôt dans la gestion d'un mécénat, comme ils le disent eux-mêmes. Et du coup, pas avec une vision classique. Quitte à prendre des risques, mais pour prendre un peu d'avance, effectivement. On est plus dans une gestion. Et puis, mais après, il y a aussi les syndicats, tu vois. C'est quand même pas si simple non plus. Oui, certes, mais on voit que c'est possible. On voit que c'est possible. C'est d'abord, pour moi, la responsabilité des actionnaires d'assurer cette transition numérique et de l'assurer réellement. Et ouais, je vois que c'est possible ailleurs, avec une vraie volonté des investissements. Écoute, on va suivre. En tout cas, il y a de l'espoir. Et puis, de toute façon, même si ça a pris du temps, on voit quand même que les investissements commencent à venir. Je suis plutôt... et c'est Vincent Bolloré qui disait quand même que les médias étaient une branche profitable. Tu vois, lui ramenait ça vraiment sur le côté très économique. Mais lui, il le dit alors. Et je lui en suis gré. Bah oui, tu vois, quelque part, tu peux gagner de l'argent dans les médias, tu peux investir dans les médias et gagner de l'argent. Mais blague à part, pour moi, la concentration qui est l'objet de ces éditions, de ces auditions, c'est pas un sujet en termes de concentration horizontale. Je pense que le secteur des médias est très éclaté et qu'on manque en France plutôt de gros acteurs indépendants au sens concentré sur l'activité médiatique. Il y en a en Allemagne, des énormes, il y en a au UK, il y en a aux États-Unis. Mais en France, on a le plus gros acteur indépendant des médias, il est en dessous du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Non, mais on a des nains en fait un peu en France. Ça, c'est vrai qu'il c'est pas. Oui, mais t'as raison, c'est pas là, c'est plus vertical. Exactement. C'est tout le sujet. Et on le réglera pas à la fin de cet épisode de Mediarama. Mais en tout cas, on va suivre ça de près. Écoute, je pense qu'on a fait... juste rapidement, pour revenir sur Coalition. Donc, est-ce que c'était donc cette techno que vous avez racheté, c'était, je crois, il y a quelques semaines, c'était un peu l'actualité. Voilà, donc c'est vous renforcer un peu vos compétences data. Tu peux rappeler juste la jeunesse de ça, à quoi ça va servir? Ouais, tout à fait. Mais comme j'en parlais tout à l'heure, les affaires publiques se numérisent dans leur pratique métier. Pour les commerciaux, il y a les CRM qui existent depuis une quinzaine d'années, qui deviennent vraiment maintenant un outil de base. Mais le métier de professionnel des politiques publiques, lui aussi, depuis peu, commence à se numériser avec des logiciels adaptés aux besoins métiers, notamment des logiciels de veille. Et nous, on travaille à ça depuis plusieurs années. Et l'achat de Coalition, des actifs tech de Coalition, c'est une manière d'accélérer notre montée en compétences sur le sujet. C'est une start-up qui s'était lancée il y a 2 ans et qui a fait le choix de pivoter vers une autre activité, mais qui avait développé un vrai savoir-faire pour récupérer des données publiques et les traiter et les analyser. Et pour nous, c'était un savoir-faire intéressant. Donc, c'est une sorte de formation accélérée sur ces sujets-là est précieuse, parce qu'ils avaient fait un super boulot. Et donc voilà, c'est vraiment accélérer notre croissance, notre développement sur ces activités-là. Une belle opportunité. Exactement. Qui s'est présentée comme ça. Top. Et un dernier mot sur le futur. Tu parlais de nouvelles verticales, de nouveaux formats. Est-ce que tu peux dire déjà les verticales sur lesquelles vous allez investir? On n'a pas choisi encore. Vous n'avez pas encore choisi? Ouais, on a prévu de choisir le mois prochain. On en regarde 4 pour en choisir 2 in fine. Donc non, je peux pas encore dire, mais on veut faire un mix de gros secteurs et de plus petits secteurs. On regarde ce qui aura là où l'échelon européen a une certaine importance. On regarde la concurrence. On regarde la capacité à trouver des bons journalistes aussi experts de ces sujets-là.
Donc, c'est tout un tout un process de sélection pour trouver le bon truc où tu prends le moins de risques, entre guillemets, quoi, où il y a le plus gros potentiel. Exactement. Ouais. Écoute, on suivra ça et puis on relaiera ça sur LinkedIn ou Twitter quand ça sortira. Merci Jean-Christophe pour ton temps et pour ces explications très transparentes dans la lignée un peu de ce que vous faites chez Contexte. C'était un vrai plaisir. À bientôt. Et merci François, merci à vous. Et au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. À bientôt. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.